à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison Rencontre InsurTech, des interviews de fondateurs et de fondatrices d'InsurTech. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Virgile Delporte. Vous êtes président et cofondateur de Testamento. Bonjour Virgile. Bonjour Nelly. Quels sont les points clés de votre parcours et que représente pour vous l'entrepreneuriat, Virgile ? Alors justement, l'entrepreneuriat pour moi c'est important, c'est quelque chose qui a une vocation depuis ma tendre enfance. Pourtant, je n'avais pas de repères entrepreneuriaux dans ma famille. J'avais un oncle qui tenait un pressing et puis une grand-mère qui était marchande, donc qui vendait sur le marché. Mais donc c'est vraiment une dynamique que j'ai trouvée tout seul et je suis allé chercher au moment de mes études, quand j'ai terminé mes études à Londres, justement la petite option qui était pour l'entrepreneuriat. Ça n'existait pas vraiment encore en France à l'époque. Par rapport à ça, je suis engagé parce que je suis membre du réseau Entreprendre. J'étais accompagné, maintenant j'accompagne et je suis même membre du bureau du réseau Entreprendre dans le Val-de-Marne et vice-président également du réseau. Un très beau parcours. Comment est né ce projet ? Comment cette idée est-elle venue ? Alors en fait, ça part souvent d'un problème qu'on rencontre. Là, la veille d'un départ pour un trek en Amazonie avec ma femme, il est 22h, on se dit qu'est-ce qui se passe pour nos enfants en bas âge si on ne revient pas de ce trek ? Et en fait, on panique et on se dit qu'il faut laisser un testament. Donc on laisse un testament qu'on rédige comme on peut. Et puis en fait, comme on peut, on s'apercevra au retour d'un voyage qui s'était très bien passé, que le document qu'on avait produit n'avait aucune valeur juridique. Ça a été un déclic. Et puis on s'est dit qu'il fallait résoudre ce problème de l'anticipation successorale. Plus largement maintenant, nous on pense que l'assurance de personnes et le conseil patrimonial, le coaching patrimonial devraient être accessibles à tous. Virgile, quelle est votre proposition de valeur ? Qu'est-ce que propose Testamento ? Alors, de la même façon qu'on part des problèmes, maintenant notre proposition de valeur, c'est de résoudre les problèmes des institutions financières, des banques, assureurs, autour de plusieurs thématiques. La thématique de dynamique commerciale, donc développer le business sur le périmètre de l'assurance de personnes. C'est le périmètre sur lequel il y a le plus de marge à aller chercher, mais c'est aussi des produits qui sont assez compliqués à vendre. Donc on a construit des gammes de logiciels et d'applications qui sont, assemblées dans une seule et même plateforme sur l'autodiagnostic pour le client, pour comprendre qu'il a des trous dans la raquette en matière d'assurance de personnes. Il a envie de contacter un conseiller derrière, donc ça fait un lead. Ensuite, un outil pour accompagner le client avec son conseiller pour tracer un peu la démarche et s'assurer qu'il a bien compris ses trous dans la raquette et qu'il veut les résoudre et co-construire la solution. Et puis ensuite, la gestion de la clause bénéficiaire. Ça, c'est un gros sujet pour nous, à la fois en souscription au moment où on ouvre un contrat d'assurance vie. C'est le conseil qui est souvent un peu oublié. En modifiant la clause bénéficiaire dans le cours de vie de contrat. Et ça touche le périmètre d'assurance de personnes au sens large, donc prévoyance, individuelle collective, épargne, retraite. Partout où il y a des clauses bénéficiaires, il y a besoin de nous. Enfin, l'offre un peu initiale de Testamento, qui est l'anticipation successorale, qui est packagée dans une offre de service qui vient compléter souvent des contrats de type obsèque. Virgile, quelle est votre cible de clientèle ? Est-ce que c'est le client en direct ? Est-ce que c'est avec des intermédiaires ? Donc est-ce qu'on est plus en ce qu'on appelle B2C, en B2B ? Et combien est-ce que vous visez de clients d'ici à 3 ans ? Alors, quand on a démarré la société, donc on l'a créée en 2013, fin 2013, on a lancé une plateforme pour le B2C, donc grand public. Les premières années, c'était purement du B2C, jusqu'en 2018 où on a opéré un pivot. Ce pivot, il est arrivé au moment où on rentrait dans un programme French AssureTech à Niort et on a fait la rencontre d'une compagnie Massif et d'une personne, Sébastien Poisblanc, qui nous a accompagnés pour structurer tout ça et dire votre offre là B2C, j'en ai besoin moi, mais il va falloir devenir éditeur de logiciels pour ça. Donc ça a vraiment constitué le pivot en 2018. Et puis notre proposition de valeur, elle se déploie chez les assureurs, le porteur de risque. Elle se déploie également chez les distributeurs, donc les courtiers. Et puis depuis l'année dernière également sur les délégataires de gestion, notamment sur la partie clause bénéficiaire. Si on reprend justement le nombre, la cible, on a une quinzaine de clients déployés en production aujourd'hui dans les grands comptes. On en vise une cinquantaine sous 3 ans et aussi des centaines d'indépendants parce qu'on a aussi construit une offre depuis la fin de l'année dernière, fin 2023, à destination des indépendants qui peuvent souscrire avec leur carte bancaire une version, on va dire, simplifiée de la technologie qu'on a construite et des briques technologiques qu'on a construites. Donc ça, on vise des centaines d'utilisateurs également. Virgile, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec l'ensemble de cet écosystème ? Avec quels grands acteurs ? Vous en avez un peu parlé, vous travaillez avec des assureurs,
avec des assisteurs, enfin, juste nous dépeindre un petit peu ce cadre. Ouais, plutôt les assureurs à la base, hein. C'est d'ailleurs les premiers qui nous ont contactés quand on faisait encore du B2C, hein. C'est eux qui nous ont indiqué qu'il y avait peut-être un pivot à faire. Donc comment on travaille avec eux? En fait, donc déjà, on va avoir un problème métier qu'on identifie. Il y a plusieurs types d'interlocuteurs par rapport aux différentes offres que je décrivais tout à l'heure. Donc plutôt des interlocuteurs de direction générale pour les sujets stratégiques, des interlocuteurs de l'expérience client, du marketing. Donc on va interagir avec eux et on va souvent se heurter à des sujets opérationnels chez tous ces acteurs-là. C'est OK, la solution est géniale, ou vos solutions sont géniales, j'en ai besoin, mais comment je l'intègre dans mon système d'information? Donc on interagit beaucoup et de plus en plus avec les DSI également pour pouvoir s'assurer que les technologies vont s'insérer convenablement. Souvent d'ailleurs, on commence par identifier ça au regard d'une étude d'opportunité, d'un cadrage qu'on va faire avec les équipes pour identifier tous les leviers, toutes les problématiques. Et puis ensuite, on va proposer une solution adaptée au système d'information qui est en place, soit des briques avec des API qu'on vient brancher assez simplement, soit une solution clé en main ou des solutions clés en main qu'on va opérer avec le minimum d'interaction avec le système d'information pour pouvoir aller plus vite dans les déploiements. À présent, nous allons parler de modèle économique. Quel est votre business model et est-ce que celui-ci a un peu évolué dans le temps? D'après ce que vous avez dit il y a quelques instants, je pense que oui. Et à quel moment vous allez atteindre l'équilibre? Oui, donc la partie B2C, évidemment, c'était un autre modèle économique, hein, qui existe d'ailleurs encore sur notre plateforme testamento.fr. C'était du paiement à l'acte du grand public. Donc on est devenu maintenant éditeur de logiciels. Donc le modèle d'un éditeur en général, c'est des licences technologiques avec des tarifs qui vont dépendre du nombre d'utilisateurs, soit de conseillers équipés de la solution, soit du nombre de clients finaux qui y ont accès selon le modèle. Donc ça, c'est vraiment un modèle classique d'éditeur. Et souvent, on va aller travailler au moment où on déploie des solutions à forfaitiser les tarifs parce que, notamment les grands comptes, ont besoin d'avoir une visibilité sur les années à suivre. Sur le budget, les exercices budgétaires se font souvent sur plusieurs années pour être sûr qu'on amortit la technologie au bon prix parce que sinon, le make or buy, le fameux make or buy, je développe en interne ou je licencie, peut tendre vers le make. Quelles sont les trois principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette vie de Testamento? Alors il y en a plein. Vous recevez des entrepreneurs, donc vous en avez entendu beaucoup, hein, j'imagine. Les problématiques, on les rencontre tous les jours. Moi, je pourrais en évoquer trois. La première, c'est notamment quand on crée la boîte. Maintenant, on n'est plus là, mais la première difficulté, c'était de convaincre des grands comptes de travailler avec des petites structures. Donc une petite structure. Donc ça, les cycles de vente étaient extrêmement longs. Ils le sont encore, mais on va dire qu'on est un petit peu passé dans une phase d'accélération maintenant parce qu'on a des belles références. Le deuxième problème qu'on rencontre, alors je penserais plus à un problème plus récent, c'est post-Covid. Covid et post-Covid, c'est le manque d'interaction directe avec nos interlocuteurs. Pour certains, l'idée de rencontrer un fournisseur, un partenaire, c'est vraiment devenu secondaire. Donc on fait des visios, parfois sans allumer la caméra, et on a même eu des négociations avec des acheteurs qui n'allumaient pas leur caméra. Donc on est devenu dans un monde un peu où on interagit assez peu. Donc forcément, en plus moi j'adore interagir, et donc on fait énormément d'événements, on essaie de se déplacer. Et moi j'essaye d'avoir une routine de rencontrer au minimum un dirigeant tous les mois au cours d'un déjeuner ou d'un petit déjeuner pour favoriser ces interactions humaines parce qu'en fait au final on veut travailler avec des gens qu'on apprécie, quoi. Virgile, quels sont les trois facteurs clés de réussite pour Testamento? Je dirais que le premier, c'est vraiment la tension réglementaire qui ne fait que s'accroître et ça vient parfois paralyser un petit peu les directions. Nous, on pense qu'on peut prendre ces contraintes et en faire des opportunités. En tout cas, c'est le message qu'on essaie de faire passer, notamment sur le sujet des clauses bénéficiaires. Le deuxième, c'est les références qu'on a acquises. En fait, c'est un facteur clé parce que quand on a déployé plusieurs fois des solutions chez des grands comptes, ça fait des choses à évoquer à d'autres. Ils vont pouvoir s'inspirer, éventuellement interroger leurs confrères. Les personnels bougent d'une compagnie à l'autre, donc ça c'est un point important. Et le troisième, c'est évidemment l'équipe, parce que sans équipe, tout seul on ne fait rien. Et on a constitué une équipe vraiment de top niveau chez Testamento. Si on revient 10 ans en arrière, on recrutait des stagiaires, on recrutait des alternants. Au début, on démarre comme on peut. Maintenant, on a la chance d'avoir pu recruter du personnel capé
du cadre, de manager, et ça permet vraiment de dérouler beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Virgile, et si c'était à refaire? Alors si c'était à refaire, on pourrait toujours dire qu'on voudrait refaire le match, mais moi perso, vraiment je regrette rien et je referais exactement la même chose parce qu'en fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant de se projeter vers l'avenir que de voir dans le passé. Ce qui est fait est fait, on ne l'a probablement pas parfaitement fait, mais on s'est bien amusé en chemin. Si on prend un peu de recul, quelle est votre vision de l'évolution du secteur de l'assurance et aussi de l'évolution du rôle de l'InsurTech au sein de ce secteur? Ouais, je vois plusieurs choses par rapport à l'InsurTech. Je vois il y a deux catégories à mon sens. Il y a ceux qui se sont dit, on va aller craquer un problème que les assureurs n'arrivent pas à craquer, on y arrivera beaucoup mieux qu'eux et on va toucher les clients directement. Ceux-là, ils ont levé beaucoup d'argent avec cette opportunité de dire le digital va tout faire. Malheureusement, ce n'est pas forcément un projet qui marche très bien. Nous, notre destination, on a choisi de travailler en collaboration, de co-créer des solutions pour les assureurs, pour l'écosystème, pas en concurrence, mais avec eux. Donc ma vision, c'est plutôt ceux-là qui vont se développer. Mais forcément, ça peut être tentant d'aller essayer une aventure en disant les assureurs ne savent rien faire, ils sont trop lourds, trop gras, ils n'y arrivent pas, et on va faire tout seul. Ça malheureusement, ça marche très rarement. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'être inspiré au quotidien. Quels sont vos modèles, vos sources d'inspiration en termes d'InsurTech ou de start-up, que ce soit en France ou dans le monde? Alors, je dirais que forcément, on regarde toujours ce qui se passe. Celui qui ne regarde pas, il loupe forcément des choses. Si je devais retenir en France, pour justement parler en France, dans l'écosystème, il y a eu pour moi deux boîtes qui me plaisent beaucoup. Il y a Alan, qui a été très controversé, de laquelle on a dit, en fait, ces gars-là, ils ont juste ajouté une UX, nous on fera une UX un jour et puis on arrivera on fera beaucoup mieux qu'eux. En fait, c'était beaucoup plus profond que ça et je pense que l'écosystème a peut-être vu un peu de haut cette aventure qui se lançait. Donc révolution de l'UX, mais pas seulement, il y a un vrai projet. Et puis un autre exemple qui me plaît beaucoup, c'est Plus Simple. Alors Plus Simple, Éric Mignot, qui est arrivé avec une vision technologique, mais aussi une vision très pragmatique de l'entrepreneuriat. Il faut gagner de l'argent, on va lever des sous, mais on va être rentable très vite. Et une fois qu'on sera rentable, on pourra déployer. Le modèle lui donne raison dans un moment où c'est beaucoup plus difficile de lever de l'argent, mais aussi, lui, il a une capacité aujourd'hui à faire des acquisitions et à faire des consolidations incroyables. Donc ce modèle, finalement, qui pouvait être vu il y a 3, 4 ans, 5 ans comme un peu manque d'ambition, être rentable, pourquoi, il faut vraiment se déployer beaucoup plus vite, finalement, aujourd'hui, lui donne raison. Racontez-moi une anecdote amusante en lien avec Testamento. Alors, il y en a une que j'ai jamais racontée, qui m'est revenue. En 2017, je reçois un coup de fil d'un Anglais qui se dit banquier d'affaires et qui me dit « J'ai un client qui m'a demandé d'investir 2 millions de livres chez Testamento. » Donc je dis « Pourquoi ?» Ok, c'est cool, mais expliquez-moi un petit peu. Donc mon client vous suit depuis longtemps, depuis que vous avez créé la boîte. Il trouve que c'est génial. Je dis ok, ça me ferait plaisir de le rencontrer. Ah, ce sera difficile de le rencontrer. Et je dis alors ces 2 millions de livres, est-ce que je peux vous demander d'où ils viennent? Est-ce qu'ils déploient des centaines de millions? Donc c'est une grosse fortune du pays. Et il m'a expliqué que les 2 millions de livres qu'il voulait investir venaient de transactions en cash qu'il avait fait dans l'immobilier. Et là je me suis dit bon ok, je fuis. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. J'aurais peut-être pu prendre ces 2 millions d'euros, mais je crois que c'est pas sûr que ça m'aurait aidé sur le long terme. Alors, Testamento, pourquoi avoir choisi ce nom pour votre InsurTech? Alors, il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que la boîte s'appelle Contrat Facile. Donc, quand on a créé la société, on s'est dit, quelle est la première marque qu'on va utiliser? On était plutôt dans un destin de legal tech au départ. On a été une des premières legal tech finalement avec le côté testament en ligne. Donc Testamento, il fallait rendre un peu fun le nom testament. On ne s'est pas compliqué la tâche, on s'est dit Testamento, c'est dispo.fr, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne représente plus forcément notre activité, on a parlé d'aide au business, etc. Mais effectivement, c'est une marque qui s'est bien établie et qu'on changera probablement dans le temps, mais pour l'instant, en tout cas, fait l'affaire. Merci beaucoup Virgile Delporte. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Testamento, donc j'ai été vraiment ravie de vous recevoir et d'échanger. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de cette passionnante série d'interviews. À très bientôt.